le métier de dirigeant, de manager, d'entrepreneur, c'est un métier magnifique, mais qui peut avoir aussi son lot de difficultés, parce qu'on se perd un petit peu dans tout ça, on se perd soi-même en tant qu'individu, on perd ce que j'appelle la conscience de soi. Bonjour et merci infiniment, Elisabeth, de nous d'avoir accordé à notre groupe un peu de votre temps pour partager, échanger, voilà, et nous apporter, partager avec nous peut-être des pépites, des conseils, en tout cas de passer ensemble un moment qu'on va partager via notre groupe et après plus largement au niveau de mon audience. Je suis ravi, tout particulièrement aujourd'hui, parce que vous êtes, comme je vous l'ai dit la dernière fois, la première femme entrepreneuse que je reçois. Et Super. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir, quoi. J'ai commencé à me dire, oh là là, ça ne le fait pas là, au niveau de la parité. Et bien, je suis très sensible à cela. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et donc, vraiment, je suis ravi. Et du coup, j'aurai aujourd'hui 2 interviews de 2 femmes entrepreneurs. Et donc, je suis enchanté, quoi. Voilà. Alors, peut-être avant de commencer, et encore une fois, hein, c'est un échange comme ça, c'est vraiment, comme je le disais, hein, en off, c'est vraiment un peu le ton de ce podcast. C'est vraiment comme 2 potes qui discutent et qui échangent autour d'un verre. Alors, pour vous présenter très rapidement, hein, vous vous nommez donc Elisabeth Vira. Vous êtes titulaire d'un master en management par l'excellence opérationnelle. Vous êtes formatrice habilitée par l'INRES. Je ne sais pas si je dis bien, mais en tout cas, c'est l'Institut national de recherche en sécurité. Hein. Vous faites de la formation donc en termes de prévention des risques professionnels. Oui, et plus particulièrement de prévention des risques psychosociaux. Oui. D'accord. D'accord. Et vous êtes d'ailleurs habilité à l'utilisation de l'outil, alors je ne sais pas si je le dis bien, de WOCQ, W-O-C-C-Q. Vous pouvez peut-être nous en dire très rapidement 2 mots, nous présenter qu'est-ce que c'est que cet outil? Oui, c'est un outil qui a été créé par l'Université de Liège en Belgique et qui permet de faire des enquêtes autour des risques psychosociaux dans l'entreprise. Donc, ça permet au personnel de s'exprimer sur un certain nombre d'éléments autour du stress au travail, des conditions de travail et puis de l'engagement aussi dans son entreprise, son niveau d'engagement. Donc, c'est un outil qui est assez utile et très, très complet et scientifiquement créé, évidemment, pour entamer une démarche de prévention et puis surtout de cohésion dans l'entreprise. D'accord. Et d'ailleurs, alors donc vous êtes par ailleurs auditrice à l'IRCA hein, pour des organismes de certification et enfin vous pratiquez donc la sophrologie kaysédienne, donc vous allez certainement, que vous allez certainement nous présenter. Et moi, j'aimerais, avant de vous laisser la parole, effectivement, et d'échanger, rappeler que, effectivement, moi, je trouvais très intéressant suite à notre bref échange préalable, très intéressant votre approche, ou en tout cas vers quoi vous tendez, à savoir un accompagnement qu'on pourrait qualifier du management par le bonheur. C'est bien ce que j'ai cru comprendre? Oui, par le bonheur, par le bien-être, tout à fait. Plus le bien-être que le bonheur quand même, puisque moi j'aspire à rendre les managers, les dirigeants beaucoup plus heureux. Hein, le métier de dirigeant, de manager, d'entrepreneur, c'est un métier magnifique, mais qui peut avoir aussi son lot de difficultés, parce qu'on se perd un petit peu dans tout ça, on se perd soi-même en tant qu'individu, on perd ce que j'appelle la conscience de soi, à cause de la charge mentale, la charge de travail, toutes les obligations, et puis surtout, dans mes rencontres avec les entrepreneurs, je me suis aperçue que beaucoup exprimaient un décalage entre ce qu'ils vivaient en tant que manager, dirigeant, entrepreneur, et puis ce qu'ils attendaient en fait, ce qu'ils attendaient de leur métier. En fait,
ils avaient perdu la joie, ils avaient perdu le bonheur d'être dans ce qu'ils faisaient. Ils étaient à la recherche de quelque chose qui leur donne de l'énergie, de la lumière. Ils sont libres de rien du tout. Et surtout, sont chargés de contraintes, de poids sur les épaules. Et moi, ça m'a inspiré justement une forme d'accompagnement pour ces personnes. D'abord parce que moi aussi, je l'ai vécu. Hein. À un moment donné, j'ai perdu le sens de ce que je faisais. Et donc, à partir de mon expérience personnelle, et puis bien sûr d'outils comme la sophrologie, par exemple, ou l'hypnose que je pratique aussi, eh bien, j'aide ces dirigeants à prendre conscience de qui ils sont. Alors déjà, de la présence de leur corps, de qui ils sont, de ce qui leur pèse, et puis de ce qu'ils ont envie de faire. Comment est-ce qu'ils pourraient retrouver de l'énergie dans leur quotidien. Oui. Alors, je suis très sensible à ça. Ça me fait penser à deux choses. Bon, je suis métisse et même si je ne suis pas métisse sénégalais, il y a un mot sénégalais que j'adore, qui est en fait la traduction du mot français et en Wolof, c'est donc rythme. Et quand j'ai demandé, oui, rythme, et quand j'ai demandé la définition de ce mot, on m'a fait une définition merveilleuse, et vous allez comprendre pourquoi je vais la citer, à savoir que rythme veut dire le travail, et le travail, dans le cadre du mot rythme, c'est bien évidemment, le moyen du revenu, mais surtout, et ça me touche énormément même de le dire, c'est le moyen de réalisation de soi et notre participation à l'acte sacré de création ou de co-création. Ah, j'adore. Et j'adore cette définition qui rappelle, comme vous l'avez dit, cette exigence à travers le travail, de se réaliser idéalement et de donner du sens à sa vie. Et la deuxième chose, dans la dimension de ce que vous avez dit, qui me sensibilise et qu'on retrouve énormément, sinon pour les entrepreneurs, dans le discours des infopreneurs et des startups, c'est avoir dans ce sens un objectif qui est le fait de mettre son entreprise au service de sa vie et pas sa vie au service de son entreprise. Donc, de refuser de s'emprisonner dans son travail et dans son entreprise, mais en faire un vecteur, un moyen de réalisation et d'accès à la liberté et accès au sens. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, que j'étais très sensible quand vous m'avez parlé de cette dimension, sinon effectivement de bonheur, qui serait l'aboutissement, mais en tout cas de bien-être, de mieux-être dans son entreprise. Et j'entends bien évidemment la dimension que être bien soi en tant que personne et responsable d'entreprise, ben après, c'est contagieux. C'est contagieux dans son entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs, ses employés, etc., en termes de management. Et donc, je vous rejoins et vous félicite tout à fait par rapport à cette dimension que vous proposez et cet accompagnement. Voilà. Oui, ça m'est vraiment cher. Ouais. Et alors, concrètement, donc, comment vous articulez, comment se passent vos accompagnements? Est-ce que les étapes, peut-être, je suppose, le diagnostic, etc. Mais dites-moi en plus. Oui, exactement. Alors, avec les dirigeants, je commence par ce qu'on peut appeler un diagnostic, c'est un entretien. Un entretien dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer, en tout cas, je les amène à s'exprimer déjà sur leur histoire personnelle en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas de la psychanalyse ou de la psychologie, mais vraiment de s'exprimer sur leur parcours d'entrepreneur, leurs points forts, leurs points à risque, leurs points d'amélioration. Et dans tout ça, eh bien, je les amène aussi à réfléchir à tout leur environnement, tout ce qui entoure leur vie professionnelle, à savoir aussi la vie privée. Quel est l'équilibre qu'ils ont trouvé ou dont ils auraient besoin entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Et puis, l'impact de la vie professionnelle est important. Donc, on passe quand même beaucoup de temps à réfléchir
en tout cas à faire un point sur l'organisation de l'entreprise. Je viens de la qualité, donc je ne l'oublie pas. Quelle est la stratégie? Est-ce qu'il a une stratégie? Est-ce qu'il a défini une valeur qu'il partage avec ses salariés ou pas? Est-ce qu'il a mis en place des indicateurs, des objectifs? Alors tout ça, ça peut paraître loin du bonheur et du bien-être, mais le bonheur, il ne tombe pas du ciel. Il faut aussi s'organiser. On est aussi, quelque part, je considère, responsable de notre bonheur, et se laisser noyer on verra demain, c'est pas la ligne droite vers le bonheur. Mais donc, je les accompagne vers la mise en place d'une organisation qui leur permette de prendre du recul, d'avoir moins de charges sur les épaules. Donc, ça peut être de définir comment je vais responsabiliser mes équipes, les impliquer un peu plus. Enfin, ça peut aller très, très loin. Mais ça part vraiment de la personne, de l'entrepreneur, du manager. Vous êtes qui et vous voulez aller vers où? Alors, ça ne se passe pas en un seul entretien, évidemment. Il en faut quelques-uns, au moins 5. Et je m'aide pour ça de la sophrologie. La sophrologie qui va permettre à la personne d'être dans un état physique et mental où elle s'autorise à lâcher prise et à exprimer vraiment ce qui vient sans les il ne faut pas, je dois, etc. Juste exprimer en partant des sensations corporelles, exprimer ce qui vient. D'accord. Et c'est magique. Et après, donc, pour définir des objectifs et associer à ces objectifs donc, les moyens d'y parvenir à travers la mise en place d'outils, de process, voilà. je suppose. Voilà. Oui, ça c'est la deuxième étape. Oui. Et vous intervenez aussi, alors donc dans le cadre de votre accompagnement, aussi au sein de l'entreprise, une fois que vous avez fait ce diagnostic, cet accompagnement personnalisé avec le manager ou le chef d'entreprise, vous intervenez après en application aussi je suppose, pour l'accompagner justement dans la diffusion de tout ça au sein de l'entreprise. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une partie accompagnement en one-to-one, et ensuite il y a une deuxième partie, s'il le souhaite, d'accompagnement adapté sur la mise en œuvre du plan d'action. Alors je peux intervenir auprès des équipes, mais pas seul, toujours avec lui, avec le dirigeant ou quelqu'un qui l'aura nommé. Mais je peux intervenir auprès des équipes en mettant en place justement des ateliers de discussion autour du travail, de comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, évidemment. Et là, je me base aussi sur les outils liés à la prévention des risques psychosociaux. D'accord. Alors, en tant que professionnel ayant une expérience assez conséquente en termes de temps, puisque ça fait 20 ans que vous travaillez, que vous, vous apportez de l'accompagnement, est-ce que aujourd'hui, en instant T, vous ressentez un besoin grandissant, voire une démarche pour pouvoir justement vivre mieux son travail, intégrer cette notion de mieux-être et voire de bonheur dans son entreprise? Est-ce que vous êtes vous avez le sentiment d'être plus sollicité qu'avant? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est vraiment un besoin maintenant au sein du monde de l'entreprise en général? Il y a un besoin. La demande peut prendre différentes formes, mais il y a un besoin, ça c'est certain, qui est exprimé de façon différente, mais que je perçois entre les mots, en fait. Ce que je me suis rendu compte ces dernières années, c'est que d'une part, les collaborateurs avaient plus tendance à être démotivés, démoralisés, être beaucoup dans la plainte, sans vraiment savoir pourquoi, comment l'exprimer, enfin, de l'origine. Et plus récemment, ce sont des managers, alors des dirigeants d'entreprise qui sont arrivés à la quarantaine, la cinquantaine, et qui se posent vraiment des questions sur le sens. Ça devient très compliqué d'être, c'est ce qu'ils disent, d'être dirigeant d'entreprise. On ne sait pas comment satisfaire les salariés sont beaucoup dans la plainte. Après, on entend les choses très classiques, les impôts, l'URSSAF, etc.
Mais derrière tout ça, on sent bien qu'il y a cette perte de sens. Pourquoi est-ce que finalement je me lève le matin, hein? Derrière tout ça, derrière toutes ces plaintes, c'est ce que Grande j'entends. question. Eh oui, grande Oui, tout question. à fait. Pourquoi je me lève le matin? Oui. Et certains, je le perçois aussi, n'osent pas creuser la question, en fait. Je pense qu'ils Non. n'ont pas. Il y a aussi cette pression. On est manager, on est dirigeant. Ben, on ne devrait pas se plaindre, hein. On ne va pas à la mine, on est bien payé. Voilà, il y a cette image-là aussi que on a un statut et peut-être pour certains, je n'aurais pas à me plaindre. Et pour d'autres, c'est trop dur puisque c'est comme ça, j'abandonne. Je ferme ma boîte et on verra ce que ça va donner, je m'occupe de moi. Ouais, Donc c'est ah oui, mais vous constatez qu'il peut y avoir, ça peut aller jusqu'à une fracture en disant, mmh, bon voilà, je ferme ma boîte et puis voilà, tout simplement, quoi. Au lieu ouais, peut-être d'avoir une étape intermédiaire en disant non, j'essaye même en me faisant accompagner, j'essaye de me poser les bonnes questions et d'y apporter mmh, peut-être des solutions. C'est bien ce que ouais. j'entends. Oui, 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 tout à fait, parce qu'il y a une chose quand même dont on n'a pas parlé et qui est aussi derrière mon accompagnement, c'est la grande solitude des dirigeants d'entreprise. La grande solitude, c'est compliqué de dire à ses proches, de dire à des amis, de dire à d'autres personnes qui ne sont pas entrepreneurs à quel point ça peut être difficile d'être à la fois libre, c'est sûr, mais à la fois très contraint par le marché, les clients, la concurrence, les salariés quand on en a, etc. En fait, bien sûr, ce mal-être, il est pas forcément quotidien. En tout cas, je l'espère pour la majorité des entrepreneurs. Mais de temps en temps, on a besoin de pouvoir parler à quelqu'un, de pouvoir faire le point, de prendre un peu de recul et on sait pas vers qui se tourner. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément dans toutes les formations, dans tous les accompagnements qu'on peut avoir. On n'apprend pas vraiment à, à savoir vers qui se tourner. J'ai fait beaucoup de réseautage pour essayer de trouver justement des interlocuteurs, des gens vers qui se tourner. Mais pour moi, hein, en tout cas, je n'ai pas trouvé ça satisfaisant. J'ai pas encore trouvé de réseau qui m'apporte ce que je souhaitais. Il faut le créer. Ouais. Hein? Non, Bah, mais vraiment, je pense. oui, ils existent sans doute, hein, je ne veux pas critiquer ce que je ne connais pas. Oui, Ils ouais. existent sans doute, mais de mon expérience, du coup, j'ai abandonné en fait. J'ai abandonné tous ces réseaux d'entrepreneurs parce que je n'avais pas ce que je voulais, la bienveillance, qui est un mot qui est très utilisé actuellement et qui est presque galvaudé, mais la bienveillance, c'est quand même important, hein, c'est de se sentir en sécurité au milieu d'autres personnes. Et c'est pas toujours évident au milieu d'inconnus de se sentir en sécurité dans certains réseaux, en tout cas. En tout cas, les auditeurs et les auditrices auront entendu hein, peut-être l'opportunité, peut-être l'idée de créer, de se mettre Mm. en réseau pour réfléchir Mm. sur la question et puis développer comme ça un réseau où on pourrait Mm. avoir non seulement les bonnes questions, mais aussi des pistes de réponse. Et voilà, comme vous le savez, j'ai créé un groupe, bon, traitant de mathématiques Mm. et le web marketing. Et ce que j'aime à dire, Mm. c'est que j'ai créé ce groupe parce que je considère que pour nous, les membres du groupe, ben, l'union fait non seulement la force, mais l'intelligence Oui. collective. Mm. Mm. Et je pense que, voilà, ben, en tout cas, voilà, c'est un petit appel là, aux auditeurs et Mm. aux auditrices qui Mhm. auront entendu ce que vous dites pour peut-être réfléchir et apporter des pistes de Mm. réflexion et leur donner des moyens, des pistes de réponse. Ouais. Moi, j'aimerais, parce que, bon, ayant entre guillemets, interviewé pas mal de personnes, ayant Mm. reçu des livres. Je crois que la thématique, encore une fois, moi je dis du bonheur, mais aussi ça passe par le mieux-être, c'est quelque chose Mm. qui émerge de plus en plus. Et alors, Mm. à l'inverse, j'ai envie de dire, est-ce que ces problématiques de solitude, voire de fracture, comme vous l'avez dit, est-ce que Mhm. c'est pas un peu
comment dire, alors c'est pas forcément ça, mais est-ce que c'est pas un peu propre à la France? Pourquoi je dis ça? Parce Mhm. que, et ça m'avait marqué, mais il y a eu un sondage sur le pessimisme, un sondage mondial. Mhm. Nous avons la pole position. D'autre part, nous sommes les premiers et les plus grands consommateurs au monde d'antidépresseurs et des choses comme ça. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas un lieu commun là, quelque chose qui fait que ben, tout ça se traduit aussi à travers la personne dans Mhm. le monde de l'entreprise en France? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Ou est-ce qu'en tout cas, vous retrouvez tout Mhm. cet état de crise, entre guillemets, à l'étranger? Qu'est-ce que vous pensez de tout Alors, ça? je n'ai plus trop de missions ces dernières années à l'étranger, donc ça serait compliqué pour moi d'en parler. Les études, alors le problème des risques psychosociaux, de la souffrance au travail, c'est très commun. Il n'y a pas que la France qui est touchée par ça, puisque le sujet était en Angleterre, par exemple. Et puis, l'être humain, il est pareil, hein, comment dire, les problématiques de harcèlement, de violence au travail, etc., on les retrouve en France ou ailleurs. Après, je pense qu'il doit y avoir certainement une culture, mais de ce que j'entends, là, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps un proche qui travaille en Hollande et qui m'a raconté une situation de travail dans son entreprise qui ressemble à ce dont j'ai pu entendre parler euh, en France, quoi. Donc, je pense que ça peut peut-être se présenter de façon différente, mais la problématique est la même partout. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand changement. Je disais tout à l'heure, depuis que j'ai commencé, par exemple, les interventions d'entreprise et les audits, donc il y a une vingtaine d'années, j'ai vraiment vu le changement dans le comportement, dans les relations, dans les entreprises. Et je pense pour moi que c'est plus conjoncturel, c'est plus lié, voilà, la crise, la hausse du chômage, etc. Peut-être que la crise étant plus présente et perdurant plus en France, peut-être que on a moins le moral, mais Or, la l'idée, crise chez ouais, tout le monde. ouais, Mm, voir l'idée mm, de crise, hein. mm, Euh, D'accord, mm, j'entends ça. J'ai envie d'aller un peu plus loin même. mm. Penser du fait de dire d'intégrer les moments de sieste Oui. dans Mm, l'entreprise, les moments de yoga, les moments de méditation. mm. C'est super. Pour moi, ce sont des super outils, hein. Ça, c'est clair, et notamment la sieste, notamment le yoga, etc. Par contre, il faut que ça ait du sens, évidemment. Il faut que derrière, pour qu'il y ait bien-être, il faut que derrière aussi, euh, il y ait intervention sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça que mon accompagnement pour les dirigeants, il est sur les deux aspects. Évidemment, j'utilise la sophrologie, mais on travaille aussi sur l'organisation de l'entreprise, sur le professionnel. Donc, donner des séances de méditation, donner des salles de sieste, des tables de ping-pong aux salariés en se disant, voilà, ils vont nous laisser tranquilles, Mhm, ça peut être un choix, hein, ça peut être une politique d'entreprise, mhm, mais ce n'est pas ça qui va améliorer les choses mhm. dans le temps. En Dans le sachant, temps. oui, en sachant que j'ai vu une étude là dernièrement, même j'ai lu une étude, mais en plus j'ai vu ça dans une émission, je crois que c'est M6, euh, M, MC2, enfin voilà, Oui, cet animateur. Hein. Et il a oui, fait un test, je ne sais pas si vous l'avez vu, et non. ils ont fait un test, c'est quelqu'un, donc là, cet animateur, dont je ne me rappelle pas le nom, hein, je suis désolé, Ah mais oui, Mathieu euh, Leslie. voilà, et ils ont fait un test, il dort très peu, euh, et ils lui ont fait faire une sieste, et après la Mhm, sieste, une fois sans sieste et une fois avec la sieste, après la sieste, mhm, et un mhm, test de concentration, oui. et il a eu 70% de comment ça s'appelle, d'amélioration sur sa Mhm, concentration et les résultats des tests
après avoir fait la sieste, à son grand étonnement. Et diverses, comment dire, diverses études ont montré les bienfaits de cela, comme on a montré certains bienfaits par rapport à la méditation, comme étant finalement des outils vraiment d'optimisation du travail. Oui, et donc, quand je parlais de ces moyens, c'est vraiment en termes d'outils par rapport à ce que a été comme moyen implémenté, notamment aux États-Unis depuis longtemps maintenant. Hein. On pense à Google, on pense à Apple, on pense à toutes ces grandes entreprises. Et justement, je reviens à la question, et je vous cite, au niveau culturel, je ne sais pas si on est vraiment aujourd'hui volontaire. En France, si on accepte ça, on est plutôt sur un petit peu peut-être l'extension du discours, voilà, que moi je regrette, travailler plus pour gagner plus, la performance comme objectif maximal, mais en fait on ne se donne pas les moyens parce que peut-être intégrer ces outils, faire 10 minutes de sieste, faire une demi-heure d'isolement, de méditation, est-ce que ce ne serait pas un bien? Et oui, moi j'y crois complètement, hein, je suis complètement d'accord. Seulement, je pense que ça pourra se développer avec certains nouveaux dirigeants d'entreprises qui inculquent une culture voilà, d'entreprise un peu différente de ce que j'ai pu connaître quand j'ai commencé à travailler. Ça pourra se faire. Mais c'est vrai que il y a toujours ce doute. La personne a fait la sieste ou est-ce qu'elle est en train de faire son Déglander, tiercé? un truc, Voilà. voilà comme on dit Voilà. vulgairement. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Il n'y a pas de confiance en fait. Il n'y a pas de confiance, mais aussi parce que peut-être certains dirigeants ne sont Formé, formés, ne sont pas informés, et puis surtout sensibilisé. voilà, ouais. Et puis surtout ils donnent pas le mouvement. Si eux-mêmes faisaient une sieste et disaient à leur codir, ben on fait la sieste, est-ce que ça changerait pas les choses? Tandis que nous, dans certaines entreprises, si on n'est pas 8 heures sur 8 devant son ordinateur, c'est pas normal. Et puis si on part à l'heure pile, hein, pour certains salariés, si on part à l'heure pile qui est écrite sur son contrat, c'est pas normal non plus. Il y a encore aussi cette culture-là dans certaines entreprises. Hein, où, vous savez, la blague, ah, il est 17h30, tu as pris ta demi-journée. Enfin, c'est cruel et ça n'arrange rien. Alors, ça me fait Ah, penser, on traverse une crise terrible, hein, qui est une première. Hein, la dimension aussi, ou en tout cas l'acceptation du télétravail, tout simplement, de rester chez soi, dans son confort, tout en fournissant finalement sa mission. C'est aussi là un outil, hein, c'est une façon de travailler, de vivre la question du travail. Moi, je pense effectivement qu'il y a beaucoup à réfléchir, voire à mettre en œuvre en ce sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vous qui êtes professionnel, mais voilà, je crois. Ouais, le mot important, c'est le sens. Ouais. Le sens. On travaille pourquoi, pour qui? On travaille de la maison, pourquoi, pour qui? On autorise à travailler de la maison, pourquoi, pour qui? Voilà, pour moi, c'est avant de se dire il travaille de la maison, c'est un feignant, il ne fait rien, il travaille en pyjama. Et après, et alors, s'il travaille en pyjama, dès lors que ses objectifs sont atteints. Et est-ce qu'on donne des objectifs aux personnes? Est-ce qu'on les accompagne aussi? Est-ce qu'on les aide? Enfin, voilà, le télétravail, c'est pour ceux qui le vivent, c'est pas si simple, c'est pas si facile que ça. Et c'est pas aussi la panacée, hein, parce qu'à un moment donné, on peut pas être en 100% télétravail. On a besoin d'interaction avec les autres. Donc, le télétravail, c'est pas simplement bon Bob, tu restes chez toi devant ton ordinateur. Ça s'accompagne vraiment. Bob, est-ce que tu as un bureau pour travailler, un ordinateur qui marche? Est-ce que tu as un ordinateur?
est-ce que, voilà, c'est pas aussi simple que ça. J'ai entendu, en fait, votre définition, c'est pourquoi, pour qui. Ouais. Et ça, je trouve que c'est des questions qu'on doit vraiment se poser. Et en tout cas, je les entends. Peut-être que c'est des questions qu'on doit se poser dans toutes choses qu'on entreprend. Et je vous rejoins parfaitement par rapport à ça. Si je peux me permettre, comment vous vivez actuellement cette situation professionnellement? Alors, professionnellement, c'est partagé. Alors, à 50%, je suis malheureuse parce que, eh bien, j'ai pas de chiffre d'affaires. J'ai aucune visibilité jusqu'à la fin du confinement, puisque je sais les missions qui ont été annulées, pour certaines sont reportées, d'autres non. Simplement annulé. Voilà. Et j'attends des retours. Je ne sais pas, je suis dans la crainte de tout ce qui était prévu pour après le confinement, mai, juin, est-ce que ça va être conservé, est-ce que ça va être repoussé, est-ce que ça va être annulé? Je suis dans cette crainte-là. Et en même temps, l'autre partie, l'autre 50%, c'est que j'en suis heureuse parce qu'enfin, j'ai le temps, j'ai du temps pour moi. Et j'ai du temps pour réfléchir à mes projets personnels. J'ai beaucoup travaillé sur les projets des autres. Et ben là, je prends du temps pour travailler, réfléchir sur mes propres projets. Je me forme, je passe mon temps sur des webinaires, je passe mon temps à écrire. J'ai le projet d'écrire un livre. Voilà, ça y est, c'est reparti, j'ai recommencé. Super. Ouais, j'ai des projets d'accompagnement, je commence à écrire. Tout ça, c'était resté dans ma tête. Et là, je m'autorise à les faire sortir. Ça sort et je suis vraiment ravie. Ce temps de recul et de prise de Oui, hauteur qu'on nous oui. oblige, mais qui est toujours effectivement nécessaire. Et vous travaillez, si ce n'est pas indiscret, justement, sur la définition, sur un accompagnement qui va aller beaucoup plus vers l'orientation du mieux vivre, mieux être, voire du bonheur managérial, quoi. Oui, tout à fait. Oui, C'est oui, super, parce c'est que super. un manager qui prend soin de lui, forcément, il y aura un impact sur l'entreprise, sur la performance de l'entreprise. Donc, Et sur la question que de ce donner soit. du sens, comme vous Oui, disiez si bien. oui, oui. Si vous aviez, et ce sera quasiment la dernière question, parce que je ne vais pas vous retenir trop longtemps, en fait j'en aurai deux de questions. Si vous aviez tout d'abord un conseil à donner au manager, au chef d'entreprise, aujourd'hui, lequel serait-il? Alors aujourd'hui, en plein confinement, je dirais méditer sur votre parcours, sur votre histoire jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez, à partir de cette situation, qu'est-ce que vous pouvez tirer de positif pour le lendemain du De la confinement. crise. Ouais. Qu'est-ce que vous apprenez sur vous et comment est-ce que vous pouvez en tirer du positif pour vous, votre activité? Doivent-ils écrire cela et écrire les réponses, à votre avis? Parce que Ouh là là, oui. il y a beaucoup de... Ouais, Ouais, c'est bien ça? oui, ouais, il faut écrire. Sinon, ça disparaît. Ouais, je lis quelques lectures et souvent, pour certains coachs, ils disent que c'est extrêmement important de prendre des notes, d'écrire les Mm, questions mm, et d'écrire les réponses. oui, Un peu comme une oui. guideline, comme voilà, un guide pour demain. Tout à fait. Ça vous paraît D'autant important? que, ah oui, 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 puisque dans notre esprit, ça reste une pensée. Et on construit pas, nos pensées sont pas super construites. C'est un peu comment je pourrais dire ça, comme de la lecture rapide. Tandis que quand on écrit, on développe l'idée, on développe la pensée, et puis ça va nourrir encore d'autres pensées, d'autres idées. Donc penser oui, mais l'écriture c'est indispensable. Et je parle même pas simplement de comment dire de s'enregistrer parce que s'enregistrer, ça peut être intéressant aussi. Mais faire les deux, penser, écrire, c'est très complémentaire et très utile.
Eh bien, écoutez, Elisabeth, un grand merci pour ce temps que vous nous Merci à avez vous, Bruno. accordé. Merci pour ces clés d'or, moi, comme j'aime à dire, de réussite, voire de bonheur et de mieux-être, ces garde-fous d'école que vous avez posés. Et quant à moi, ben, de vous préinviter pour la sortie de ce livre, l'apparition de ce livre, et puis peut-être pour m'inviter à votre tour quand vous aurez créé ce groupe de réflexion et voilà, auquel j'invite d'ores et déjà tous les auditeurs et les auditrices qui l'auront entendu. Et alors peut-être la dernière question, si les personnes, si quelqu'un souhaite en savoir plus, rentrer en contact, quel est le meilleur moyen? Est-ce que c'est votre profil LinkedIn ou dites-moi. Je suis très présente sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, mais évidemment, LinkedIn, c'est le principal. Donc, je suis complètement joignable sur LinkedIn, mon profil, donc Elisabeth Vieira, avec un Y et un S, donc Elisabeth Vieira. Oui. Et mon entreprise aussi, j'ai une page pour mon entreprise, c'est Eviseo Conseil. EVIZEO Conseil. Donc, j'ai créé une page entreprise et ma page perso sur LinkedIn. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas me contacter. Ah ben voilà, tout est dit. Merci Elisabeth. Merci Bruno. À tout bientôt et puis ben, tout le meilleur Merci. dans cette période. Merci. Voilà, comme on dit, je vais me permettre un petit trait de philosophie. Quand le mal est à l'œuvre, le bon et le mieux et le meilleur sur des livres. Oui. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une belle phrase. Merci Elisabeth. Au plaisir. À bientôt. À tout Merci. bientôt. Merci beaucoup Bruno. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.